Je me souviens exactement du bruit de la porte qui claquait derrière moi, fort, sec, comme un avertissement que, à partir de ce moment, je n'avais plus de place dans le monde. Ma mère a crié si fort que les voisins ont ouvert les fenêtres. Elle m'a pointé du doigt d'en face, disant que je ne valais rien, que j'étais un fardeau, qu'elle allait enfin se débarrasser de moi. Je me tenais sur le trottoir, avec 2 sacs déchirés, mes spules tombant au sol, et un sentiment de honte si profond que j'avais l'impression de m'être rétrécie à l'intérieur. L'air était froid, mais ce qui glaçait vraiment mon corps, c'était la cruauté de ces mots, jetés comme des pierres, sans remords. J'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Je n'entendais que mon propre cœur battre à tout rompre, comme pour me rappeler que j'étais encore en vie, même si, à cet instant, je souhaitais disparaître complètement. Je marchais sans but, toute la rue paraissant plus longue que jamais. Chaque pas résonnait avec la question que je ne pouvais pas faire taire. Comment quelqu'un censé me protéger pouvait-il prendre plaisir à m'humilier ainsi? Ce n'était pas la première fois qu'elle me rabaissait, mais je n'avais jamais été aussi public, aussi cruel, aussi calculateur. J'essayais de prendre une profonde inspiration, mais chaque souvenir de ce qui venait de se passer m'entraînait dans un trou encore plus profond. Je suis passée devant 2 voisins qui faisaient semblant de ne pas voir, mais j'ai vu leur regard rapide, j'ai vu la façon dont ils commentaient entre eux pendant que je m'éloignais. C'était comme si, à ce moment-là, j'avais perdu le droit d'être traitée comme un humain, comme si cette expulsion avait effacé toute dignité que j'avais. À la tombée de la nuit, le vent se fit plus fort, comme s'il poussait la douleur encore plus profondément dans ma poitrine. J'ai trouvé un coin près d'une maison vide et je me suis assis par terre, serrant mes jambes contre moi, essayant de me convaincre que ce n'était pas réel, qu'elle n'avait pas pu me faire ça pour de vrai. Mais la scène se répétait dans ma tête comme un film que je ne pouvais pas mettre en pause. La porte qui claque, les mots tranchants, le silence des voisins, toute la rue devenant le public de mon humiliation. J'ai pris une profonde inspiration et fermé les yeux, essayant de ne pas pleurer, car même pleurer me semblait être une perte de force cette nuit-là. Le temps passait lentement, comme s'il me mettait à l'épreuve. Et quand j'ai enfin trouvé une pièce simple pour passer quelques heures, un ami de longue date qui a obéi à ma demande sans poser de questions, tout ce que je voulais, c'était le silence, juste le silence. J'ai posé le sac par terre, enlevé mes chaussures et laissé mon corps s'effondrer sur le lit de fortune. Ma poitrine brûlait encore, mon esprit tournait encore, mais pour la première fois de la nuit, j'ai pu expirer sans sentir que tout allait s'effondrer à nouveau. Pendant quelques minutes, j'ai pensé que c'était peut-être ce que deviendrait ma vie. Recommencer à zéro seul, avec ce peu qui restait, essayer de reconstruire quelque chose qui n'aurait jamais dû être détruit. Mais l'aube arriva, et avec elle, le bruit le plus inattendu de cette nuit-là, des coups désespérés à la porte. Ce n'étaient pas des beats ordinaires. Ils étaient rapides, tremblants, désespérés, comme si quelqu'un essayait d'empêcher une tragédie plus grande. Je suis resté silencieux quelques secondes, pensant que c'était peut-être une erreur. Mais les rythmes devenaient encore plus intenses, accompagnés d'une voix que je connaissais mieux que ma propre respiration. C'était elle, ma mère, énorme, pleure, me suppliant d'ouvrir la porte. Mon corps s'est figé, je ne pouvais pas bouger tout de suite. La femme qui m'avait mise dehors quelques heures plus tôt, en hurlant que je ne valais rien, était maintenant là, de l'autre côté, suppliant le contraire. Je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie voulait ouvrir immédiatement, car, après tout, elle restait ma mère. J'ai pris une profonde inspiration et m'ai approché lentement. Et alors que je plongeais la main dans la poignée, j'entendis la phrase qui fit s'arrêter mon cœur dans ma poitrine, une phrase prononcée en sanglots, comme si elle essayait de retenir le reste de l'air dans ses poumons. Elle a avoué quelque chose qu'elle avait caché pendant des années, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, et à ce moment-là, j'ai compris que la raison de sa fureur, de sa cruauté, de sa froideur, ça n'a jamais eu à voir avec moi. Cela avait un lien avec un secret qui lui appartenait, un secret qui a enfin été révélé et qui détruisait tout autour d'elle. Mais ce qui s'est passé au moment où j'ai ouvert cette porte, personne dans la rue ne l'oublierait plus tard. Quand j'ai enfin tourné la poignée et ouvert la porte, la scène que j'ai trouvée semblait sortir d'un cauchemar. Ma mère était là, affaissée sur les genoux dans le couloir étroit, le visage enflé, les yeux rouges et les mains tremblantes si fort qu'elle avait du mal à garder l'équilibre.
La femme qui m'avait mis dehors quelques heures plus tôt, comme si j'étais une ordure, me tenait maintenant la jambe, comme si j'étais son seul salut. Sa voix est sortie brisée, complètement différente de la froideur que j'avais entendue cet après-midi-là. C'était un mélange de peur, de regret et de désespoir. Un désespoir si profond que j'ai su immédiatement qu'il s'était passé quelque chose d'énorme. Quelque chose qui la faisait tomber du piédestal de l'arrogance où elles étaient toujours placées. Quelque chose qui perturbait des structures qu'elle avait gardées secrètes pendant des années. Je me suis accroupi lentement, toujours confus, toujours blessé, mais incapable d'ignorer cet état. Et quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle ne faisait pas semblant de force. Elle était brisée. Elle essaya de parler, mais sa voix s'étrangla, trébuchait, comme si chaque mot lui coûtait une douleur différente. « Fille, s'il vous plaît, aide-moi. » C'était la première syllabe qui est sortie, et ça m'a frappé comme un choc. Je ne m'attendais pas à entendre un « s'il te plaît » si tôt. Je ne m'attendais pas à entendre « aide-moi » ce matin-là. C'était étrange, presque irréel. Pendant une seconde, j'ai cru que mon esprit créait la scène comme une sorte de compensation pour tout ce que j'avais vécu des heures auparavant. Mais ce n'était pas une illusion, c'était réel. Le tremblement de ses mains, c'était réel. Les larmes qui coulaient étaient bien réelles. Le désespoir dans ce souffle court, presque haletant, était réel. Quelque chose s'était passé, et ce n'était pas anodin. Je la conduisis lentement à l'intérieur, sentant le poids de sa fragilité dans mes mains. Elle marchait comme si ses jambes n'obéissaient pas correctement, comme quelqu'un qui reçoit une nouvelle qui démantèle le monde entier. Quand je l'ai assise sur la chaise de la petite cuisine, elle m'a tenu les mains comme si elle s'accrochait au dernier fil de vie. Puis, entre deux sanglots courts, elle commença enfin à parler. « Ils ont découvert, fille, ils ont tout trouvé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un éclair silencieux. Mon esprit s'emballa dans 1000 directions, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Qui l'a découvert? Quoi? Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Mais avant que je puisse demander, elle a continué, et chaque phrase qu'elle laissait tomber était comme un morceau arraché d'un puzzle qu'elle avait essayé de garder secret pendant des années. Elle a avoué qu'elle portait une énorme dette, résultat de décisions impulsives et d'accords cachés dont je n'avais jamais entendu parler. Des dettes qui ont commencé petites, presque imperceptibles, mais qui ont grandi comme une ombre jusqu'à devenir quelque chose de monstrueux. Elle a admis avoir passé des années à utiliser mon nom sur de petits contrats, me confiant des responsabilités sans que je le sache. Et cet après-midi-là, quand je suis arrivée et qu'elle m'a mis dehors, ce n'était pas parce que Jen n'était pas bon, c'était parce que le coup de pied final était arrivé. Et elle, complètement désespérée, a choisi la cible la plus facile pour rejeter la faute, moi. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que, pour elle, j'étais toujours la seule personne à ne pas réagir, la seule à tout endurer en silence. Mais maintenant, il n'y avait plus de silence pour la protéger. Les collectionneurs sont arrivés la nuit. Ils frappèrent à la porte. Ils exigeaient des documents. Ils exigeaient des valeurs. Et, pire encore, ils parlaient de poursuites pénales pour fraude. Elle a essayé d'inventer des histoires, de jouer la victime, d'utiliser son ancienne arrogance pour intimider. Mais rien n'a fonctionné. Ils avaient des preuves. Ils avaient des signatures. Ils avaient des rendez-vous. Et quand ils ont dit qu'ils iraient aussi après sa fille, c'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. C'est exactement ce qui l'a amené à ma porte. Non coupable, pas l'amour, peur. Peur que je paie pour quelque chose qu'elle a fait dans l'ombre. La peur que le château de mensonges qu'elle a construit s'effondre enfin et m'emporte avec lui. Je suis restée immobile, en silence, sentant chaque révélation peser sur ma poitrine. J'avais envie de crier. Je voulais demander pourquoi. Je voulais lui demander comment elle avait eu le courage d'utiliser mon nom de cette façon. Mais en même temps, en la voyant trembler ainsi, j'ai compris que rien de ce que je dirais à ce moment-là ne changerait ce qui se passait. Cette nuit-là, ce n'était pas pour crier. Il s'agissait de vérités qui apparaissaient enfin, nues, douloureuses, impossibles à cacher. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de tout assimiler alors qu'elle pleurait encore, tenant mes mains comme si elle craignait que je ne m'enfuis. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à la révélation qui suivit. Elle m'a dit qui, depuis le début, était impliqué avec elle dans ce piège. Et quand j'ai entendu ce nom, tout mon corps s'est figé.
C'était quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Et c'était ce nom, ce fichu nom. Cela changea complètement le cours de cette nuit et rendit tout ce qui devait encore arriver inévitable. Quand elle a prononcé ce nom, j'ai eu l'impression que le sol avait été tiré sous mes pieds. Mon corps s'est figé, mon souffle se coupa dans ma poitrine. Je l'ai répété dans ma tête juste pour être sûre d'avoir bien compris. C'était impossible, inimaginable. Un homme de famille qui ne m'a jamais traversé l'esprit en tant que personne capable de les impliquer dans quelque chose d'aussi sale. Ce n'était pas une personne distante, ce n'était pas un cousin perdu, ce n'était pas quelqu'un que je voyais une fois par an. C'était quelqu'un qui venait souvent à notre table. Quelqu'un qui m'a pris dans ses bras. Quelqu'un qui disait « Tu es comme une fille pour moi ». Le genre de personne que, pendant des années, j'ai cru être une figure protectrice, pas une menace. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de comprendre comment cela pouvait être vrai. Mais ma mère continuait de parler, et à mesure qu'elle parlait, chaque nouveau détail semblait enfoncer un couteau encore plus profondément. Elle a dit que tout avait commencé simple, discret, presque innocent. Un service ici, une signature là, un petit coup de main pour obtenir un bénéfice rapide. Elle a dit que cette personne l'avait convaincue que ces petits canulars n'étaient que des raccourcis, quelque chose que tout le monde faisait et que personne ne le découvrirait jamais. Et quand ma mère hésitait, cette personne, avec ce sourire calme qui m'avait toujours trompée, prononçait la phrase que je comprenais enfin « Fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Elle avait confiance. Mais petit à petit, ce qui était petit est devenu grand. Ce qui était sporadique est devenu une routine. Et les noms qu'elle utilisait pour couvrir les trous, c'était à moi. Pas parce que je l'avais autorisé, pas parce que je savais, mais parce que cette personne lui a dit qu'il était plus facile de tout cacher en utilisant quelqu'un avec un casier vierge. Et moi, ironiquement, j'ai toujours été le seul nom propre de cette famille. J'ai senti un poids gigantesque s'accumuler dans ma poitrine alors qu'elle avouait. Et Léa dit que lorsque la pression a commencé à augmenter, elle a essayé de couper les liens, mais qu'à ce moment-là, il était trop tard. Cette personne, de la famille, proche, intime, utilisait sa propre parenté pour faire chanter émotionnellement, menaçant de tout révéler s'il essayait de partir. Et ma mère, trop fière pour demander de l'aide, trop fière pour admettre sa faiblesse, a choisi de se cacher de plus en plus profondément dans le mensonge. Mais les exigences grandirent. Les valeurs augmentaient, la confiance entre eux se transforma en peur. Et enfin, ce qui n'était qu'un secret partagé s'est transformé en un abîme où elle était sur le point de tomber. J'ai commencé à réaliser quelque chose de terrible. La colère monstrueuse qu'elle a déversée sur moi cet après-midi-là n'avait rien à voir avec moi. Rien. Je suis devenue la cible de la commodité, pour être proche, parce que c'est la personne la plus facile à blesser. Elle avait besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un à attaquer, quelqu'un qui absorbait la frustration et la panique qu'elle n'avait pas eu le courage de montrer au vrai coupable. Elle ne m'a pas mis dehors parce que je n'étais pas bon. Elle m'a mis dehors parce que tout s'effondrait et qu'elle devait détruire quelque chose, ou quelqu'un, pour ne pas avoir l'impression d'être détruite seule. Néanmoins, entendre tout ça a fait mal. Ça faisait mal parce que c'était injuste, ça faisait mal parce que c'était familier. Ça faisait mal parce que cette histoire ne concernait pas seulement des dettes et des documents. C'était à propos d'années d'abus silencieux, des années où j'ai enduré des maux qui faisaient mal, des années où je portais une culpabilité qui n'était pas la mienne, des années pendant lesquelles j'ai essayé d'être suffisante pour une personne qui ne m'a jamais vraiment vue. Et maintenant, devant moi, elle pleurait comme une enfant perdue, avouant des erreurs qu'elle avait elle-même creusées et traînées avec elle. Elle a dit que cette nuit-là, après le départ des collecteurs, cette personne de la famille est présentée chez elle. Pas pour aider, pas pour le réconforter, mais de lui dire de tenir les extrémités et de ne pas impliquer personne. J'ai dit que si elle osait prononcer mon nom, la situation empirerait. Cette personne la menaçait. Il a dit que je ne devrais rien savoir. Et c'est précisément après cette menace que ma mère a pris la décision désespérée de fuir, à l'aube, et de frapper à ma porte comme si la vie en dépendait. Parce qu'au fond, c'était vraiment le cas. Je n'arrêtais pas de la regarder, essayant de comprendre jusqu'où tout cela allait. Elle aurait dû s'arrêter là. J'aurais dû avouer seulement les bases, seulement les dettes. Mais non. Peut-être que le désespoir a brisé son filtre, peut-être que la peur engloutit la fierté des gens,
Peut-être que la conscience fonctionne trop tard, parce qu'elle m'a tout raconté, absolument tout. Elle a dit que ce membre de la famille, celui en qui j'avais confiance, avait utilisé non seulement mon nom, mais aussi mes données personnelles. Il a dit qu'il y avait des signatures falsifiées. Il a dit qu'il y avait des contrats avec mon CPF. Il a déclaré qu'un des documents les plus sérieux allait être envoyé aux autorités et que, si cela arrivait, je deviendrais complice, même sans avoir levé un stylo. Quand elle eut fini de parler, le silence s'installa dans la cuisine. Un silence si dense qu'il ressemblait à un poids physique sur mes épaules. Je ne savais pas si je devais pleurer, crier, me lever et partir. Tout mon corps semblait déchiré entre colère, choc, peur et un sentiment de trahison si profond qu'il était difficile à expliquer. Ma mère tremblait sans cesse, répétant « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'elle ne demandait pas seulement pardon pour ce soir. Elle le demandait depuis des années. Pour tout, pour chaque mot, pour chaque humiliation. Pour chaque fois où elle m'a fait porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Et puis, quand j'ai enfin ouvert la bouche pour demander ce que cette personne de la famille avait fait exactement, la porte de la cuisine a claqué. Un son presque timide, mais qui les fit frissonner tous les deux. Quelqu'un approchait de la maison. Et je savais au plus profond de mon âme. C'était lui. J'ai entendu les pas avant tout le reste. Des pas lents et calculés, le genre de pas qu'on fait quand on ne veut pas paraître menaçant, mais sans paraître vulnérable. Le genre de pas qui porte l'intention. Ma mère se recroquevilla instantanément dans sa chaise, comme si le simple bruit suffisait à la faire revenir dans un état de panique. Je n'ai pas ce besoin de demander qui c'était. Je l'ai senti dans l'air. Le silence changea. L'air devint plus dense. Et je savais qu'après tout ce qu'elle avait dit, après tous les morceaux qui s'étaient effondrés un à un dans cette douloureuse confession, il ne pouvait être que lui, le membre de la famille en qui j'avais confiance. Le nom, elle murmura avec culpabilité. La personne qui, pendant des années, s'est cachée derrière de fausses accolades et de doux conseils. La personne qui utilisait mon nom comme bouclier et ma mère comme jouet. Il arrivait. Les pas s'arrêtèrent, juste de l'autre côté de la porte de la cuisine. La poignée trembla légèrement, comme s'il testait jusqu'où il pouvait aller sans y être invité. Je me suis levée même temps. Mes mains transpiraient, mais ma posture était ferme. C'était étrange. À l'intérieur de moi, tout tremblait, mais à l'extérieur, j'avais l'air d'une statue. L'adrénaline me faisait mal. J'ai pris une profonde inspiration et senti naître en moi un étrange courage. Pas un courage bruyant, mais un courage silencieux, celui qui vient quand on réalise que fuir n'est plus une option. Il ouvrit la porte lentement, très lentement, comme s'il voulait montrer qu'il était calme, comme si cela effaçait quoi que ce soit de ce qu'il avait fait. Quand la porte s'ouvrit, il était là, avec cette même expression calme qu'il avait toujours utilisée pour manipuler les situations. Sourcils détendus, bouche à moitié close, regard qui tentait de transmettre le contrôle. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux cette nuit-là, une lueur anxieuse, presque agressive, comme si ce masque calme allait se fissurer. « Je croyais que tu étais là », dit-il en me regardant droit dans les yeux, ignorant ma mère comme si elle était un vieux meuble dans un coin de la pièce. « Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu. Mon silence semblait le déranger plus que n'importe quel mot. Il fit 2 pas de plus dans la cuisine et referma la porte derrière lui. Mon cœur battait la chamade. Ma mère s'est remise à sangloter, mais il n'a même pas détourné la tête. C'était impressionnant. Sa froideur donnait l'impression qu'elle n'existait pas. « Tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» Il continua, la voix plus basse, comme s'il voulait contrôler le récit. « Ta mère est terrifiée, mais elle exagère toujours. Ce n'est pas du tout ce que ça semble être. Nous résolvons cela facilement. Nous. » Il a quand même eu le courage de me mettre dans la même phrase que lui, comme si nous étions complices, comme si j'avais une quelconque responsabilité là-dedans. Quand il a essayé de se rapprocher, j'ai reculé d'un pas, et c'était la première fois depuis des années qu'il montrait vraiment sa surprise. Essaya-t-il encore, mais je levai la main, demandant le silence. C'est à ce moment-là qu'il comprit que quelque chose avait changé. Je n'étais plus la même personne qu'il considérait pendant des années comme un figurant dans le drame de sa vie. Il essaya d'ajuster le ton, d'avoir l'air plus gentil, d'utiliser le même discours qu'il avait toujours utilisé, mais aucun mot ne restait. Le charme, s'il avait jamais existé, était mort ce matin-là. J'ai demandé directement, sans détour, sans trembler, « Pourquoi as-tu utilisé mon nom ?» Il resta silencieux quelques secondes.
L'expression a changé. Les yeux se plissèrent. Et puis est venue la phrase qui m'a fait comprendre qui il était vraiment. Parce que c'était plus pratique, commode. Comme si j'étais un objet. Comme si ma vie était un papier blanc prêt à être rempli par ses erreurs. Ma mère a pleuré encore plus fort. Agacé par les pleurs, il tourna enfin son visage vers celle et dit « Arrête. Tu savais dans quoi tu t'engageais. » J'ai senti mon estomac se nouer. Il n'était pas là pour s'excuser. Je n'étais pas là pour prendre en charge quoi que ce soit. Il était là pour contrôler, pour empêcher ma mère et moi de dire quelque chose qu'il ne pourrait pas manipuler. Il avait besoin de ce silence, il avait besoin du mensonge. Et par-dessus tout, il fallait que je reste là où j'avais toujours été, silencieux. Mais pas cette nuit-là. Je me suis avancée et j'ai dit fermement « c'est fini ». Le mot sortit lourd, définitif. Il ouvrit grand les yeux, comme si cette simple syllabe représentait une menace plus grande que n'importe quel processus à venir. « Tu ne vas pas révéler ça ?» répondit-il en serrant la mâchoire. « Si tu le fais, tu le regretteras. » C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Il avait peur. « Tu as peur de moi. » Pour la première fois. Et c'est justement le point, exactement à ce moment-là, que toute l'histoire bascule. Parce que, quand il ouvrit la bouche pour franchir l'étape suivante de la menace, quelqu'un frappa à la porte de la maison. Et cette fois, ce n'était pas un membre de la famille, c'étaient des personnes qui allaient changer le destin de toute cette nuit-là. Le coup frappé à la porte n'était pas comme le sien. Ce n'était ni prudent, ni calculé, ni lent. C'était ferme, sérieux, le genre de rythme qui annonce qu'un événement important va arriver. J'ai détourné la tête, et ma mère, même paniquée, a porté ses mains à sa bouche comme si elle savait déjà qui c'était. Le membre de la famille, qui jusque-là avait essayé de garder un contrôle de santé, pâlit, littéralement. Le visage perdit sa couleur. Ses épaules se raidirent. Il n'a rien dit, mais dans ce silence, j'ai tout compris. C'était quelqu'un qu'il redoutait plus que la vérité, plus que d'être exposé, plus que n'importe quelle dette. Je marchais vers la porte d'un pas lent, sentant le poids de l'adrénaline vibrer dans mes os. La maison semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient, comme si chaque objet portait l'air dense de cette aube. Quand j'ai posé ma main sur la poignée, le membre de la famille a fait un pas précipité, tendant la main comme s'il pouvait l'arrêter. « Elle ne s'ouvre pas », dit-il, la voix tendue, enfin brisée pour la première fois. Et c'est là, à cette microseconde, que j'ai compris quelque chose d'important. Celui qui frappe à l'extérieur révèle qui détient vraiment le pouvoir. Et cette nuit-là, ce n'était pas lui. Je l'ai ouvert. La porte révéla 2 agents, ni des collecteurs, ni des voisins, ni des connaissances. Des gens sérieux, avec des insignes officiels, une posture rigide et un regard direct. Ils m'appelaient précisément par mon nom, comme s'ils savaient déjà exactement pour qui je venais. Ils ont demandé si j'étais moi. J'ai confirmé. Ils ont alors demandé à entrer. Je lui ai laissé de l'espace. Derrière moi, j'entendis ma mère retenir son souffle, presque étouffée par sa propre peur. Le familier se retira. La connexion a été immédiate. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour lui. L'un des agents regarda d'abord ma mère, puis moi, et enfin l'homme qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, essayait de garder le contrôle de la situation. Il ne fit même pas l'effort de cacher sa nervosité. « Philippe Laurent ?» demanda l'agent avec un calme qui coupa l'air. Le nom résonna dans toute la cuisine. Ma mère s'est mise à pleurer encore plus fort. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais seule une faiblesse et informe en sortit. « Il est en garde à vue », poursuivit l'agent, « pour fraude documentaire, falsification d'identité et abus de données tierces. » Je suis resté immobile un instant, comme si le monde tournait au ralenti. Mon esprit essayait de suivre, mais mon corps comprenait déjà toute la scène. Il a essayé de trouver une excuse, de pointer ma mère, d'inventer une histoire sur le champ, mais les agents ne lui ont pas laissé d'espace. L'un d'eux a mis les menottes pendant que l'autre expliquait les droits. Il essaya de résister, mais la tentative dura moins d'1 seconde. La vérité avait déjà gagné. Ma mère est tombée à genoux, pleurant désespérément, répétant qu'elle ne voulait jamais que cela en arrive là. Je me suis penché à côté d'elle, ressentant encore l'impact de tout cela. Mais il y avait quelque chose en moi qui, pour la première fois de la nuit, a respiré un peu de soulagement. Pas le bonheur, pas la victoire, mais du soulagement. Lorsque les agents partirent en l'emmenant, le silence qui suivit n'était pas le même qu'au petit matin. C'était un silence différent, un silence de faim, vraiment exposé.
du cycle brisé. Ma mère leva les yeux vers moi, brisée, attendant mon jugement. J'étais trop fatiguée pour la haine, trop dévastée pour la guerre. Je ne pouvais que dire « Maintenant, ma partie commence ». Et dans cette phrase, elle comprit. Je ne serai plus jamais la cible de qui que ce soit.